Salut et bienvenue dans Design System, le podcast qui part à la rencontre des talents du design français. Je m'appelle Gauthier Zimmerman et ensemble nous allons essayer de comprendre leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer au quotidien. Bonne écoute! Salut Marie. Salut. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien, je te remercie. Je suis très content aujourd'hui d'être reçu dans les locaux de Alan. Avec plaisir. Qui sont super sympas, avec la jolie terrasse qui est juste derrière moi. Très content de te recevoir pour ce nouvel épisode de Design System, au cours duquel on va repasser sur un peu ta vie, ton œuvre et parler de ce que tu fais aujourd'hui chez Alan. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Marie Dehaye, j'ai 36 ans et je suis product designer aujourd'hui chez Alan, avec un parcours un peu atypique, passé par plein d'agences, plein de startups, plein d'annonceurs, des SS2I, pour atterrir dans une entreprise formidable qui est Alan. Super. Ben, écoute, on va repasser sur tout ce parcours. Est-ce que tu peux nous dire, avant tout ça, comment t'en es venu à faire du design? Bien sûr. Je suis pas tombée dans le design par hasard. J'ai un papa qui était très créatif et une maman qui est chanteuse lyrique. Donc un domaine artistique très prononcé depuis ma plus tendre enfance. Dès le lycée, j'ai su que je voulais faire de l'art d'une manière un peu large. Je savais pas vraiment encore quoi, mais je savais que c'était dans le domaine artistique. Donc du coup, j'ai fait les beaux-arts. Pendant 2 ans, où j'ai eu mes années, et puis au bout de la 2e année, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie avec un diplôme aux Beaux-Arts? Ça me semblait un petit peu abstrait tout ça, et les débouchés étaient malheureusement pas très concrets. Vendre des tableaux ou être prof d'histoire de l'art, c'était pas du tout ce à quoi j'aspirais. Et je me suis redirigée vers une formation d'art graphique qui était à son démarrage, puisqu'on était en alternance avec des classes de 8 personnes, où on apprenait Flash et Dreamweaver, pour la belle époque. pour ceux qui connaissent, avec des profs qui finalement n'étaient pas super formés à Internet, donc on apprenait beaucoup sur le tas. Cool. Ça, c'était en 2004, oui. Si j'ai bien fait ma recherche. À partir de là, tu fais du web design. Ouais. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Exactement. En agence et en freelance. Oui. Et après, tu deviens directrice artistique. Exactement. Comment tu fais pour faire le shift, ou qu'est-ce qui te donne envie de passer du web design à la direction artistique? Alors, j'ai pas eu l'impression de faire un shift parce que c'était un peu ancré en moi finalement. J'ai jamais fait de différence entre construire un site internet et lui mettre un emballage quelque part et une direction artistique du coup. En plus, mon quotidien était pas du tout basé que sur des sites internet. Je faisais aussi d'autres supports de communication. Donc, si on devait le reporter à aujourd'hui, c'est un mix entre product designer et brand designer. Et bizarrement, c'est ce que je fais aujourd'hui aussi. C'est bien. On fait une grosse ellipse temporelle d'un coup, mais on va y revenir parce que ça m'intéresse énormément. Mais pendant que tu faisais ça, tu commences à monter ta boîte. Oui. Secret Velvet. Exactement. Une marque de bijoux fantasy en forme de dessert. Ouais. Tu as fait un super article Medium qui résume pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait, pourquoi tu as arrêté. Donc, j'invite toutes les personnes qui écoutent l'épisode à directement aller voir cet article. Je pense qu'il est hyper intéressant et qui complète tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. Mais j'aimerais bien qu'on s'arrête un tout petit peu dessus, surtout sur la création de produits physiques, puisqu'aujourd'hui, tu es dans la création de produits digital. Même si je sens que je vais me faire engueuler en disant digital, exactement, numérique, dématérialisé. Voilà. Aujourd'hui, avec le recul, comment tu exprimerais la différence qu'il y a entre créer un produit physique et créer un produit numérique avec le recul de cette expérience? Eh ben justement, je vais pas te parler de produit, je vais te parler d'expérience. Pour moi, créer un produit, c'est créer avant tout une expérience et pas juste un seul élément. Un produit physique qui soit palpable, qu'on puisse le sentir, que nos sens puissent être en émoi, est pas très différent d'une expérience qu'on va vivre sur Internet. Et quand je crée des sites Internet ou des expériences utilisateurs, j'ai un petit peu cette même approche. Donc pour moi, la différence n'était pas flagrante en fait entre les deux. Produit physique parce que j'avais envie de tester de nouvelles expériences, j'avais envie d'aller à la rencontre du client, de mieux le comprendre. Donc c'était un petit peu
je vais pas dire les débuts de mon expérience utilisateur, mais vraiment aller en contact avec cette clientèle et comprendre comment ils fonctionnaient, de quoi ils avaient besoin. Parce que ça, tu le faisais pas avant. Je le faisais pas vraiment. Je suis quelqu'un de très intuitive, peut-être trop même parfois, et donc j'étais basée beaucoup sur mes intuitions, et les structures d'entreprise dans lesquelles j'étais n'avaient pas du tout cette culture de l'expérience utilisateur, d'aller faire des user tests, des interviews, etc. Donc c'est des choses que moi j'ai mises en place au fur et à mesure, mais qui ont pris du temps et beaucoup d'évangélisation, notamment pour arriver à tout ça. Donc j'ai tenté cette expérience du produit physique. La différence entre les deux, c'est que je bâtissais des expériences et je pensais tout de A à Z. C'est quelque chose qui est très récurrent dans mon parcours, de penser de rien jusqu'à l'expérience finale et à l'émotion finale qu'on va transmettre en découpant un petit peu les choses par étapes. On y reviendra dessus tout à l'heure quand on parlera, je pense, de Launcher et de Alan. Et quand tu parles de créer une expérience, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu as créé justement une expérience pour vendre ou pour tes produits? Ouais. Comment tu l'as créé cette expérience? L'expérience, j'ai évidemment créé un produit physique, comme tu le dis, mais j'ai créé un univers en fait autour. Et ce que j'aime particulièrement, c'est de pouvoir immerger les gens dans des sensations, dans des univers. Donc, c'est des choses qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc, je vais créer un produit, je vais lui créer une histoire. Donc, j'ai énormément travaillé la copie, j'ai travaillé beaucoup de storytelling, qui sont des choses que je n'ai pas apprises finalement, mais qui sont un peu en moi, donc que je délecte dans l'intégralité de mes travaux. La photographie, j'ai fait énormément de shooting photo où j'ai recruté des équipes avec photographes, maquilleurs, etc., stylistes. J'ai passé énormément de temps à chercher les lieux et à organiser tout ça pour que le rendu final de la photo soit en adéquation avec le produit, puisse le valoriser et qui raconte surtout une histoire pour que les clientes puissent se projeter dans ce bijou. Je sais que tu vendais ces produits aussi par l'intermédiaire d'autres boutiques, oui, puisque toi, tu avais une boutique physique que tu as construite, dans laquelle j'imagine tu as créé toute une expérience, un site internet. Comment tu fais pour garder le contrôle de l'expérience que tu mets entre les mains de quelqu'un d'autre? Tu perds le contrôle de l'image, tu perds le contrôle du produit. Comment tu gères ça? Alors, on va donner des outils à disposition de ces points de vente. Effectivement, j'ai été chez Colette, qui aujourd'hui n'existe plus, mais aussi aux Galeries Lafayette, au Printemps notamment, qui sont des points de vente énormes et qui n'ont vraiment pas le temps de gérer les états d'âme des petites marques et des créateurs. Donc l'objectif, c'était d'arriver vraiment avec un package du produit et qu'ils aient plus qu'à le poser pour que le produit soit vendable de lui-même et qu'ils aient pas à réfléchir à quelconque disposition. Il fallait vraiment set-up l'intégralité des cartons qu'on envoyait en fait. Et t'es passé que par des on va dire des mastodontes de la vente, ou c'était arrivé d'être dans des plus petites boutiques? J'ai eu des plus petites boutiques, notamment rue des Archives, des boutiques du chocolat, ce genre de choses qui étaient du coup l'écho des produits que je vendais. Et finalement, ces partenariats me demandaient 2 fois plus de temps que le développement de mes propres bijoux. Donc c'est des choses que j'ai fait ensuite avec parcimonie. Donc j'ai vraiment sélectionné les points de vente et je me suis orientée plutôt vers des gros points de vente qui me rapportaient plus de visibilité que des petits qui faisaient pas forcément d'efforts au quotidien pour valoriser et vendre les bijoux. Ok, donc là on en revient à la sélection en fait, de l'expérience que tu veux donner aux gens qui vont acheter tes produits. Tout à fait. Ok, super. Après cette expérience, tu retournes dans le pur numérique. Tu vas chez Viadeo. Ouais. Comment tu fais la bascule de la création, de la gestion de A à Z de ton produit, de ton expérience, à finalement le concurrent de LinkedIn, où c'est vraiment un marché hyper codifié, où il y a des codes, du recrutement, où finalement tu n'as plus tout à fait les mêmes libertés d'expression et de gestion de l'expérience utilisateur. Pourquoi ce choix ? Alors ce choix, Secret Velvet, j'étais arrivée à la fin d'un cycle, je connaissais rien au milieu de l'entrepreneuriat, je m'étais lancée là-dedans, j'ai un petit peu lancé une machine qui m'a mangée en fait, je suis allée un peu plus loin que ce que j'aurais imaginé et je suis arrivée à un stade aussi où je m'ennuyais parce que ça fonctionnait et je devais franchir un espèce de seuil, soit je me faisais racheter, soit j'étendais mon produit, soit j'injectais plus d'argent, je recrutais, etc. et je me suis pas sentie à l'époque la force de le faire.
Donc j'ai voulu raccrocher les wagons avec mon métier initial qui est designer, qui me manquait quand même si je l'injectais au quotidien dans mes créations, et de me rapprocher du coup d'une grande structure ou d'une start-up ou de ce genre de choses. Et effectivement, j'ai été débauchée par Viadeo. Je suis venue à Paris. C'est marrant qu'une entreprise de recrutement te débauche alors que tu es en train de faire des bijoux. Oui, parce que mon profil finalement était assez atypique et ils ont senti justement peut-être cette créativité naissante ou le potentiel pour parvenir au poste dont ils avaient besoin. Je sais pas réellement, je suis toujours très contente. J'imagine. Viadeo, c'était une période un petit peu particulière puisque l'entreprise était dans une situation un peu délicate. C'était avant le rachat par Figaro Classified. Donc à l'époque, on était en 2014. Tout à fait. Et j'ai été embauchée à une époque où il y avait plus de designers en fait chez Viadeo. D'accord. Il y avait une espèce de charrette où tout le monde était parti, comme ça arrive parfois dans les startups. Et finalement, ce manque de contrôle dont tu peux parler, moi je l'ai plutôt saisi comme une opportunité de liberté et d'être justement toute seule et de pouvoir peut-être remettre des choses en place, de revaloriser certaines choses, de modifier certaines choses. Et c'est finalement ce qui s'est un peu passé. J'ai recruté Sébastien qui m'a rejoint ensuite peu de temps après. On était donc 2 et puis on a mis en place pas mal de choses ensemble. J'ai été lead product designer pendant un peu plus d'1 an. Et ensuite, on m'a proposé de construire une vraie équipe, ce que j'ai fait. Sébastien est parti à ce moment-là et j'ai recruté plusieurs autres product designers et des graphistes qui travaillaient plutôt sur la partie marketing. D'accord, donc tu gérais la partie produit et la partie marketing. Exactement, ouais. Je gérais la brand en fait et le produit avec une équipe de 4 designers et 2 alternants. Ça m'intéresse. Comment t'as fait pour recruter cette équipe? Qu'est-ce qui t'intéressait à l'époque, puisque c'était entre 2014 et 2016. Le design était moins présent qu'aujourd'hui. Comment tu recrutes cette équipe? Qu'est-ce que tu cherchais à l'époque et comment tu la mets en place? Alors, j'ai pas cherché des profils, j'ai cherché des personnes en fait. J'ai cherché des humains et j'avais une fiche de poste évidemment, toutes les entreprises en ont une, on a des besoins, il faut les combler, mais chercher des personnes qui puissent aussi entre elles apporter des synergies pour que je puisse me rendre inutile finalement et que je puisse partir presque l'esprit serein parce que ils avaient pas besoin de moi. L'objectif c'était vraiment ça, de pouvoir m'effacer et d'avoir des personnes qui puissent C'est marrant comme façon de penser. Enfin, t'avais déjà pour objectif de quitter l'entreprise ou ton but c'était juste de dire je veux lancer une machine qui va tourner d'elle-même et je chercherai quelque chose? Un peu les deux. Je me voyais pas à 10 000 ans chez Viadeo non plus. Moi je savais qu'il y avait un rachat derrière, mon équipe le savait pas. Mais j'avais pour objectif d'avoir des personnes qui puissent grandir avec cette expérience qui était pas facile finalement, parce qu'un rachat c'est quand même assez difficile. Et apprendre énormément de choses et qu'ils aient pas besoin de moi. Donc l'objectif c'était de leur donner tous les outils possibles et clés en main pour qu'ils puissent au quotidien grandir et y arriver sans moi finalement. Comment tu fais ça? Comment je fais ça? Et ben encore une fois de manière assez intuitive parce que j'ai pas eu de formation spécifique de management. J'ai suivi quelques cours chez Viadeo, mais rien de plus. À l'intuition, au feeling, avec l'expertise des copains dans les boîtes à côté. J'ai rencontré beaucoup d'homologues à cette époque, de head of design pour comprendre les problématiques qu'ils avaient au quotidien, des product managers, etc., pour voir comment je pouvais aussi améliorer mon management. Et mon objectif premier, c'était vraiment l'autonomie. Comment je les rends les plus autonomes possibles et comment moi j'en fais le moins, mais je ne suis pas derrière eux, il n'y a pas de micromanagement, il y a le maximum de transparence, d'ownership et d'outils à disposition pour qu'au final tout roule sans moi, quoi. Ok. On va s'arrêter là sur Viadeo, puisque là encore, tu as fait un article Medium, que je mettrai en description de l'épisode, qui résume assez bien ce que tu as fait, comment tu as fait évoluer le site, enfin les plateformes, parce que c'est ce que tu expliques. Et du coup, en 2016, tu pars pour Launcher. Tout à fait. Head of Design. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, à l'époque, en octobre 2016, c'était une application de prise de commande pour les repas le midi, pour accélérer les queues. Ensuite, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait mieux partir sur les titres restaurants, donc c'est devenu une application un concurrent des tickets restaurants.
pour devenir plus tard Swile, qui est carrément toute l'expérience utilisateur, toute l'expérience employée, pardon. Mais on va revenir du coup sur Launcher et les débuts. Comment t'es arrivé sur ce projet ? Alors Launcher, c'était une expérience complètement inattendue. Je quittais Viadeo et je m'étais remis en freelance. Une mise en relation d'un ancien CTO de Viadeo qui connaissait Loïc, le CEO de Launcher, me dit écoute, j'ai quelqu'un qui a besoin d'un designer pour bâtir un produit, une expérience from scratch. Rencontre-le, c'est ce qu'on a fait. On s'est rencontrés avec Loïc dans un café. Et il me présente son projet et je me dis, oh là là, ça a l'air vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire et je sentais le potentiel parce que en tant que designer, on rencontre beaucoup de CEO qui ont beaucoup de projets, qui veulent révolutionner le Uber 2, etc. Mais Loïc, c'était vraiment différent et je sentais qu'il y avait autre chose que du bullshit et ça m'a vraiment tapé dans l'œil. Et du coup, j'ai travaillé en freelance 6 mois, donc 3 mois renouvelables une fois, avec Loïc et ensemble, on a bâti en fait l'expérience de Launcher à gribouiller sur des bouts de table le soir et à se rencontrer comme on pouvait parce qu'il est basé à Montpellier et du coup il faisait les allers-retours et deux back-end développeurs et on était vraiment 4 autour d'une table et on a bâti tout à partir de rien, juste avec la vision de Loïc, ses idées et sa niaque parce qu'il a la niaque et c'était génial et je regrette absolument pas. Au bout de 6 mois, l'entreprise existait. On avait un sirène et on avait recruté un peu plus de salariés. Il y avait le premier sales, le premier care, etc. Et l'entreprise commençait vraiment à augmenter et j'ai signé un CDI du coup chez Launcher. Super. J'aimerais bien revenir sur cette application créée à partir de rien. Comment tu fais justement pour créer une application à partir de rien ? Parce que le leitmotiv un peu des product designers, c'est quand même de faire de la recherche, de chercher en amont, de préparer. Et là, Loïc, il arrive, il a une idée, il te donne l'idée et vous partez tête baissée dessus ? On ne part pas tête baissée. On a parlé aux gens autour de nous, pas pour le MVP. C'était vraiment MVP. On va pas se mentir, presque un POC finalement. On avait besoin de ça pour aller lever des fonds, comme beaucoup de startups. Loïc avait un super réseau, mais il fallait du concret. Donc, il fallait présenter quelque chose. Et les idées, tant que ça reste des idées et qu'on peut pas se projeter dessus, c'est pas suffisant. Donc, on est parti vraiment de rien. Loïc avait beaucoup d'idées. On a priorisé nos idées. On n'a pas fait de recherche utilisateur à proprement parler, à mener des tests utilisateurs. Loïc est quelqu'un de très intuitif comme moi, donc ça peut être aussi un peu casse-gueule quand on est trop intuitif dans une équipe. Et finalement, on s'est fié à notre intuition et à notre background en fait, nos expertises communes. On s'est fait confiance et comme on a vu que ça marchait au bout de 2-3 mois avec les tout premiers MVP, on a ensuite été rencontrer les utilisateurs où là, on a fait les choses un peu plus, pas sérieusement, mais plus en profondeur. C'est là où vous vous êtes rendu compte que le problème, c'était les cartes tickets resto, enfin les tickets resto à l'époque où... Alors, beaucoup de personnes imaginent que Launcher a pivoté à cette époque parce que publiquement, finalement, la première app, c'était effectivement de la commande de repas. Et ensuite, c'était une carte de paiement titre resto. Parce que le titre resto, Loïc, il avait l'idée dès le début, mais il savait qu'en commençant par ça, c'était trop complexe parce qu'il fallait avoir des agréments spécifiques qui prenaient beaucoup de temps à obtenir. Et il voulait attaquer le marché bien en amont. Okay. Donc, il a gardé son idée un petit peu en scred. Et pendant ce temps-là, on a développé la plateforme. À partir du moment où les bases de la plateforme ont été posées côté back, on a commencé à bosser sur la partie titre resto en sous-marin pendant presque 1 an avant que ça sorte. Donc, c'était un peu... si je devais faire un pendant, je pense que les copains de Margot Bank, qui s'appellent Memo Bank maintenant, pourraient avoir le même type d'expérience. Alors, du coup, parlons-en. Comment tu fais pour créer ce nouvel écosystème, ce nouveau titre restaurant qui va révolutionner le marché pendant 1 an? Comment tu fais comment tu peux être sûr que tu vas pas te planter? On peut pas savoir. C'est ça qui est excitant. Justement, en tant que product designer, t'es beaucoup plus intuitive que moi, je pense, puisque moi, je parle souvent de recherche. Ouais. Mais du coup, pendant 1 an, vous faites tout en sous-marin, pas de recherche, rien du tout? Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de recherche. Sur la base de notre application de commande, on avait des premiers utilisateurs. Donc, on a
On a visé les friends and family, donc toutes les entreprises un peu copines. Je te rappelle que Loïc vient de Tids, Oui, tout à donc fait. il a quand même une boîte qui a très très bien tourné, donc un très bon réseau. Donc il connaît beaucoup d'entreprises. Pour remettre dans le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas Tids, c'est des publicités vidéo qui sont sur des sites principalement de presse, qu'il a réussi à revendre avant de partir. Et donc, ce qui lui a permis d'avoir un gros réseau au fur et à mesure. Je mettrai un lien dans la description du podcast de son intervention dans Génération Do It Yourself, où il reparle de tout son parcours et où je pense que ça peut être intéressant. Mais revenons à toi. Du coup, ouais, vous avez des Family and Friends qui t'aident. Family and Friends. Et donc, du coup, on va voir ces entreprises. Le midi, on a organisé des lunchs. On allait dans les entreprises à côté du bureau et on regardait les utilisateurs sur les applications, les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer, les questions qu'ils pouvaient avoir, les besoins qu'on n'avait pas forcément couverts. Et en fait, on captait le maximum de data pendant ces lunchs, quasiment tous les midis, en fait, pendant plusieurs mois. Ouais, ok. Bon, ok. Vous avez quand même fait de la recherche. Donc on a quand même de la data. Et c'est là où vous vous rendez compte que le problème, c'est les titres restaurants. Non, parce qu'on avait déjà commencé à attaquer la partie titre restaurant. Bien sûr. Donc ça confirme. Ça confirme. Donc ouais. c'est quand même une intuition Ouais. confirmée. Vous auriez pu vous arrêter en cours de route en vous rendant compte que le problème était Complètement. Pendant 2 ans et demi chez Launcher, quelles ont été tes missions en tant que Head of Design? On peut mettre plein de choses dedans. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Est-ce que tu as refait du management? Est-ce que tu as fait produit, brand? Alors, j'étais la première designer. Du coup, j'ai été toute seule pendant longtemps, pendant 2 ans presque. Ouais, 2 ans. Paul ensuite m'a rejoint, qui est toujours là-bas. Et la particularité de Launcher, c'est qu'il n'y avait pas de product manager ni de product owner. Donc, il y avait personne qui ownait finalement le produit, mis à part Loïc et moi. Donc, au début, c'était assez facile puisque l'équipe des ingénieurs était plus petite. Il y avait 8-10 personnes qui a monté rapidement à 20. Donc, je te laisse imaginer le ratio. C'était un petit peu compliqué. Et il n'y avait pas de brand designer non plus. Donc, je m'occupais de la partie marketing, créer tous les supports de com et de valorisation du produit et la création du produit sur iOS et Android et Internet, enfin site web. Voilà. Le scope était assez large. Petit scope, ouais. Petit scope. Tout à fait. Donc, mes missions, c'était de réaliser le produit et la com du produit, enfin tout quoi. Comment tu fais pour gérer cet emploi du temps avec tout? Je le fais au feeling. Je le fais au feeling selon les besoins. La com, on va pas se mentir, c'est toujours ce qui arrive un petit peu à la fin. Au départ, on a besoin d'un produit solide et le focus était vraiment sur le produit. Et c'est ça qui a été très cool parce qu'on a vraiment pris le temps de faire les choses, même si tout a été très vite. Je te cache pas que je faisais quand même des horaires un petit peu dingo. Mais c'était hyper stimulant, hyper stimulant. La gestion au quotidien, c'était des synchronisations avec l'équipe. Pour vérifier que tout roule et de jongler en fait un switch total entre brand et produit tout le temps, sachant que dans le produit on avait et les titres resto et le fait de passer commande, donc on avait des cibles et B2C et B2B à adresser, donc je passais mon temps à switcher en fait entre les deux, d'où le recrutement de Paul qui ensuite a pris la partie B2B. Ok, j'ai une question, je pense à 1 million qui peut concerner Launcher et qui concernera aussi Alan. Comment tu fais, toi, en tant que designer, pour rendre un sujet complexe simple? Déjà, j'analyse les problèmes. Je vais analyser les problèmes et je vais essayer de découper ces problèmes, les gros problèmes, pour les lotir en petites solutions qui, à la fin, vont résoudre ce problème. Pour qu'une, ça soit atteignable, 2, que ça soit pas décourageant et que plusieurs personnes puissent intervenir sur la résolution de ce problème. Donc chez Launcher, j'étais toute seule, mais chez Alan, typiquement, c'est ce qu'on fait au quotidien. Ok, on va en reparler dans ce cas-là. Après 2 ans et demi, tu quittes Launcher pour Alan? Tout à fait. J'avais plusieurs questions qui sont: pourquoi tu as décidé de quitter l'aventure, puisque c'est quand même un beau projet. J'imagine qu'on te l'a déjà posé cette question. Et qu'est-ce qui te donne aussi l'envie de... Tu as commencé en tant que lead designer chez Viadeo, ensuite tu es monté Head of UX, ensuite Head of Design, tu redeviens Product Designer. Est-ce que tu peux nous expliquer le cheminement? Pourquoi j'ai quitté Launcher? J'étais arrivée un petit peu au bout de quelque chose. L'entreprise a fait plusieurs levées avec brio. L'entreprise a scalé, a recruté énormément de personnes.
et d'avoir été là depuis le début, j'avais bâti quelque chose avec Loïc et les équipes et j'avais besoin de renouveau en fait, tout simplement. Je pensais avoir fait entre guillemets ma part et j'avais besoin vraiment d'autre chose. Donc j'ai quitté Launcher à ce moment-là. Ok. Et du coup, tu as décidé de redevenir simple, entre guillemets, product designer. Ça a été une grande interrogation avant de venir chez Alan. J'ai mis longtemps avant d'arriver dans le process chez Alan. J'ai mis 2 mois avant de me décider. Justement, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc, je suis partie, j'ai voyagé, en fait. Je suis partie voyager Mexique, Italie, Maroc, etc. pour essayer de me changer les idées et de faire un point un peu sur ma vie. Je sais pas si c'est récurrent dans le milieu du design, mais un peu comme un burn-out de j'ai 35 ans, qu'est-ce que je fais de ma vie et est-ce que je veux toujours être designer? Je pense que c'est une question qu'on va tous se poser à un moment. Moi, c'est arrivé à ce moment-là. Et finalement, Alan, sur papier, effectivement, je suis que designer. Je suis product designer, senior product designer, si on veut. Parce que le titre ne fait pas la personne et ne fait pas sa mission ou ses compétences. Et le management chez Alan est organisé de manière beaucoup plus soft. On parle de coaching plutôt que de management. Et il n'y a évidemment pas de micromanagement. Et on est là pour guider les autres et on se fait guider énormément. Et c'est ça que je recherchais. J'avais un petit manque de feedback chez Launcher étant toute seule pendant 2 ans et sans product manager ou owner et sans vraiment de collègue designer. J'avais besoin de retrouver un peu un environnement de feedback sur mon travail, sur comment je vois les choses. Est-ce que je fais bien, mal? Est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que les problèmes que je résous sont les bons, etc. Est-ce que c'est pas plutôt l'utilisateur qui peut répondre à cette question-là? C'est toujours ce que j'ai dit. Ce qui valide les designs, c'est pas les personnes en interne, c'est les utilisateurs. Et chez Launcher, je dirais que ça a été une super réussite parce que quand on voit l'entreprise aujourd'hui et tout ce qui s'est passé avec le travail de l'ensemble des équipes, on a bâti un produit qui est juste top, avec une bonne expérience, évidemment perfectible, mais qui est quand même solide. Chez Alan, quand je suis arrivée, l'équipe en place avait déjà bâti aussi une expérience très solide et j'avais besoin de remettre un peu les mains dans le cambouis et pas que manager. Chez Launcher, je manageais pas vraiment, ceci dit. Paul et moi, on était égaux au quotidien. Il y avait pas de management. Là encore, c'était juste un titre en fait. Exactement. Ouais. Alors parlons de Alan. Alan, c'est l'assurance santé qui fait simple. Oui. J'ai juste repris l'intitulé sur le site. Je pense que je vais être totalement partial dans la suite de cet entretien, de cette conversation, puisque je suis moi-même chez Alan. Et que je trouve le produit d'une simplicité incroyable. Donc je suis totalement biaisé sur tout ce qu'on va se dire sur le produit par la suite. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le rôle de product designer chez Alan aujourd'hui? Oui, bien sûr. Chez Alan, on est plusieurs product designers. Aujourd'hui, on est 6 et 2 UX researchers. Un product designer chez Alan, on a tous des profils très différents, on se complète avec des levels de seniorité et des spécialisations. Il y en a qui vont être plus creative codeur, d'autres plus branding, d'autres plus product. C'est voilà, une équipe qui se complémente parfaitement. Et notre rôle au quotidien, c'est de résoudre des problèmes, tout simplement. On analyse des problèmes, on les résout et le tout dans une expérience la plus fluide et la plus efficace possible pour que, comme tu dis, au final, l'utilisateur soit ravi, voire même surpris d'utiliser une mutuelle sexy. Je confirme. J'en déduis que toi, ton rôle en tant que product designer, parce que chez vous, du coup, le product design, c'est un peu une ombrelle pour qu'on pourrait renommer design, en fait, parce que vous faites tout. Toi, ton rôle précis en tant que product designer, c'est encore de la brand, de la recherche ou... Alors, je suis pas le bon exemple chez Alan parce que je suis product designer, mais je fais de la brand aujourd'hui. D'ailleurs, je recrute un brand designer si vous m'entendez. Je mettrai la note en discussion. Le rôle du product designer chez Alan, c'est à mi-chemin entre le produit et le design. C'est le vrai product designer avec des inputs business, du marché, du produit, des utilisateurs et comment on arrive à mixer tout ça pour offrir la meilleure expérience possible. Donc le product designer résout des problèmes au quotidien, des très gros problèmes,
et les simplifier au maximum pour que ça soit le plus clair possible. Tu peux nous donner des exemples de problèmes ? Un exemple de problème, ça va être comment lire un tableau de couverture. Par exemple, quand on est un utilisateur, je me suis cassé la jambe, est-ce que j'ai le droit d'aller dans une chambre privée dans l'hôpital ? Est-ce que mes soins vont être pris en charge ? Comment ça fonctionne ? Alan, via l'application ou le site internet, en un clic, on tape hôpital et on a les taux de couverture en vraiment 30 secondes. On peut envoyer un devis très facilement via l'application en scannant une photo et avec une réponse sous 48 à 72 heures. Donc, tout est très rapide. Et merci pour tout ça, puisque jusqu'à maintenant, je ne savais pas lire un tableau de mutuelle. Tu nous parles de l'équipe Product Design, donc vous êtes 6. Oui. Comment est organisée l'équipe produit au sens large chez Alan ? L'équipe produit, aujourd'hui, on a des product managers. On n'a pas de product owner chez Alan, mais encore une fois, c'est une histoire de titre avec des levels de seniorité assez différents. On est organisé en crew. Donc, une crew, ça va être une équipe composée de produits, de design, d'ingénieurs, de sales, de care et de data. Et cette crew s'organise pour résoudre un problème sur un laps de temps donné. Et quand c'est terminé, on se repose la question de l'utilité de la crew ou pas. Donc, le produit s'implémente dans une crew au même titre que le design. C'est intéressant comme fonctionnement. J'ai travaillé dans une boîte qui faisait ça. Et puis depuis, à chaque fois que j'ai interrogé des personnes dans ce podcast, c'est principalement des squads. Ouais, c'est pareil. C'est juste les titres qui changent, je pense. À la différence que les squads existent toujours en fait avec le temps. Oui. Là où les crews se dissolvent, et ça m'intéresse de savoir pourquoi justement vous décidez de dissoudre à la fin le crew plutôt que de le garder. Alors, on a mis une granularité supplémentaire, effectivement. On a les crews et au-dessus des crews, on a les units. Une unit, ça va être un regroupement de personnes qui vont porter un sujet sur le long terme et qui n'a pas vocation forcément à disparaître. Typiquement, les sujets d'assurance. L'assurance, c'est notre cœur de métier, donc il n'est pas voué à disparaître. Les crews ont une durée de vie beaucoup plus courte puisqu'elles résolvent un problème. Quand le problème est résolu, peut-être que la crew n'a plus lieu d'être. Donc on se repose la question. Parfois, les crews vont être renommées parce qu'elles vont traiter un problème un peu similaire ou dans un cadre proche. Parfois, c'est pas le cas parce que le problème a été résolu, auquel cas la crew est dissolue et se reforme avec d'autres sujets. Là, on voit l'implication qu'a le design. Vous travaillez dans une crew, donc avec toutes les autres équipes. Comment vous travaillez, vous, entre designers inter-équipes ? Donc je t'ai parlé des crews, je t'ai parlé des unités. On a aussi les communautés qui vont être le regroupement en fait des personnes par même corps de métier. Donc on a la team design, communauté design avec l'ensemble des designers et quelques rituels et une vie d'équipe en fait qui s'articule autour de prise de décision sur comment on travaille, comment on challenge notre travail, comment on l'améliore, comment on se rencontre, comment on itère sur les créations des uns des autres dans des crews différentes. Comment on fait tout ça ? Quels sont vos rituels ? Parce que vous êtes connu chez Alan pour être une entreprise sans meeting. Oui. Comment vous vous organisez pour justement créer ces rituels ? Est-ce que vous faites des réunions justement ? Comment vous faites pour vous améliorer ? Moi, ça m'intéresse de connaître un peu plus dans le détail ce que vous faites pour... Bien sûr. Alors non, on n'a pas de meeting. C'est effectivement pas un mythe. On a des synchronisations comme dans toutes les entreprises, mais le moins possible. Je pense qu'aujourd'hui, je regarde mon agenda. J'ai des one-to-one qui sont pas des réunions, mais des moments privilégiés avec notre coach ou les personnes qu'on coach pour échanger au quotidien. Ça va être une fois par semaine, par exemple, ou tous les 15 jours ou 3 semaines selon les besoins. Ces coachs, c'est des personnes de ton équipe ? Pas toujours. Ça dépend. Ça peut être une personne de son équipe ou une personne extérieure au service qui n'a pas vocation à valider les projets sur lesquels on travaille, mais plutôt de guider la personne dans l'entreprise. Est-ce que son chemin personnel dans l'entreprise est correct ? Est-ce qu'elle s'épanouit ? Est-ce qu'elle continue à apprendre ? Est-ce qu'elle rencontre des points bloquants ? Si c'est le cas, on en parle et le coach a pour vocation vraiment de guider au sein de l'entreprise pour aider les différentes personnes. Et si le coach est une personne de l'équipe design ? Oui. Est-ce que l'enjeu est le même ou là le but c'est plus de travailler, d'être en équipe sur votre travail
L'enjeu est le même, forcément il va y avoir des biais parce qu'en tant que designer, on va connaître les projets sur lesquels les autres personnes travaillent, mais pendant les one-to-one, on va pas vraiment parler des projets finalement. On va parler plutôt des relations, de la vision de l'entreprise, est-ce qu'on est aligné, est-ce qu'on a des questions, est-ce qu'on se sent heureux dans notre travail ou pas, est-ce qu'on veut améliorer des choses, est-ce qu'on veut changer de poste, tout ça. Donc finalement, le métier en soi n'a pas plus d'importance que ça pendant ces moments-là, en tout cas. D'accord. Et donc, quels sont vos rituels plutôt orientés design qui servent l'équipe ? Oui, pour répondre à ta question de tout à l'heure, on n'a pas de réunion parce qu'on a chez Alan une culture très forte de l'écrit. On travaille essentiellement à l'écrit en anglais. On utilise des outils qui nous permettent de travailler aussi de manière asynchrone. On n'est pas derrière les personnes à attendre une réponse immédiate. Donc on a des gestions de notifications, ce genre de choses, pour laisser le temps aux personnes de répondre quand elles ont envie et besoin plutôt que de leur courir après. Donc ça, c'est très sain. Et donc les rituels qu'on a entre designers, on va se faire des UI reviews très régulièrement à chaque fois qu'il y a besoin. On va faire des designs critiques également. Et tout ça, on l'organise par écrit. Donc soit ça passe via des supports écrits, et si on en reçoit le besoin, on peut faire une présentation en live pour avoir plus de feedback plus rapidement si besoin. On a également des déjeuners le midi pour se rencontrer physiquement, parce que finalement c'est important aussi de garder ce lien entre designers. Vous êtes en télétravail, vous êtes, on va dire, période avant Covid, tous à Paris ? On est tous à Paris et on a la possibilité d'être en télétravail, autant que l'on souhaite, à condition qu'on me prévienne, bien évidemment. Mais on encourage aussi les personnes à revenir de temps en temps pour rencontrer ses collaborateurs et garder ce lien justement humain qui est quand même important. Okay. Pour revenir sur les UI critiques, les design reviews, vous faites ça uniquement entre designers, ou ça vous arrive de faire intervenir des gens du marketing, des gens du produit ? On fait intervenir d'autres collaborateurs, produits, sales, market, data, car peu importe. En fait, tout le monde chez Alan a le droit de critiquer le design. C'est pas que les designers. C'est souvent mal, perçu dans certaines entreprises. Les designers ont un petit peu un ego, on va pas se cacher, et ont du mal à saisir la critique. Chez Alan, on l'encourage et on la cultive. On cherche ça. J'ai une question sur ce point. Ouais. J'ai eu la même avec Jérémy dans le dernier épisode, qui est quand tu fais intervenir des personnes extérieures à l'équipe, ou du moins des gens qui, c'est un bien grand mot, mais qui ne comprennent pas le design, tu tombes généralement sur des conversations un peu, que moi j'appelle puériles, du style « j'aime pas cette couleur, j'aime pas ce bouton, pourquoi on fait tel espace ?» Vous n'avez pas ce problème ? Non, on n'a pas ce problème, parce que chez Alan, quand on recrute des personnes, on a une culture chez Alan qui est très forte et une méthode de travail qui est très forte, d'une par écrit, et deux de résolution de problèmes. Donc tout le monde a cette façon de penser de « j'ai fait quelque chose pour résoudre un problème ». Donc s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils vont poser des questions pour demander « quel problème as-tu cherché à résoudre ?» Donc quand on va présenter une UI review, une design critique, on va d'abord mettre le contexte, donc quel est le projet, on va expliquer le problème qu'on a cherché à résoudre, les propositions qu'on va faire, et on va poser toute une série de questions pour guider justement les gens à faire une design critique s'ils sont pas habitués à la faire. J'en reste bouche bée, j'en rêve. Ça vous arrive de faire venir des personnes extérieures à Alan, des utilisateurs, que ce soit des entreprises ou des utilisateurs, des employés qui utilisent votre mutuelle chez vous pour les faire tester, ou est-ce que vous allez les voir ? Comment vous réalisez ? Alors, on va pas le faire physiquement, on va le faire de manière dématérialisée, encore une fois, puisque culture de l'écrit et de la distance. On a donc 2 UX researchers qui sont là depuis plusieurs mois maintenant, et on est vraiment très ravis de les avoir avec nous, qui passent beaucoup de temps auprès de nos utilisateurs pour récupérer le maximum d'informations selon nos besoins et problèmes identifiés, et donc vont participer et organiser énormément d'ateliers, d'interviews, de testing à droite à gauche pour récupérer toute cette data. Et vous, en tant que product designer, vous faites plus cette phase de recherche ? Vous avez les 2 researchers qui s'en occupent ? On peut le faire. On peut être amené à le faire selon certains projets. Moi, ça
ça m'est arrivé de le faire au début où je suis arrivée chez Alan pour une partie growth notamment, où j'ai été interviewer une vingtaine d'utilisateurs qui pour le coup sont venus dans nos locaux pour les tester sur un test d'usabilité classique. Et c'est un de mes sujets favoris aussi, c'est toute la partie écriture. Toi, je sais que j'ai déjà vu des messages sur Twitter où tu parles justement de toutes ces personnes qui n'écrivent rien dans leur maquette, qui mettent du lorem ipsum. Donc je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Qui s'occupe de toute la partie writing aujourd'hui chez Alan ? Alors le copywriting chez Alan, on a dans le produit aujourd'hui, c'est la responsabilité plutôt des designers. On n'a personne dédié à ça au quotidien. Donc, on a une responsabilité en tant que designer de fournir des copies qui soient quand même cohérentes. On va pinguer d'autres personnes, collaborateurs pour nous aider si on a des questions, notamment sur les parties assurantielles, mentions légales, juridiques, etc. Chacun est libre de challenger. Mais chez Alan, chose dont on n'a pas parlé, on a une forte culture de l'ownership. L'ownership, c'est avoir quelqu'un qui porte un sujet, qui sait utiliser l'intelligence collective pour faire avancer le sujet et savoir dire stop au moment où le sujet va prendre trop d'ampleur ou prendre trop de temps à avancer ou à se décider. Et donc cette personne va pinguer des collaborateurs qui ont plus d'appétence sur le copywriting, par exemple. Comment vous faites pour choisir les mots justes ? Alors, la question est vague et je vais la préciser. Dans la santé, il y a quand même des termes qui sont hyper précis, oui, qui sont parfois incompréhensibles. Tout à fait. Comment vous faites pour les simplifier, tout en gardant cet aspect j'ai un peu technique, mais en même temps qu'il ne le soit pas? Comment vous faites? On a des ops qui sont merveilleux avec nous et qui connaissent sur le bout des doigts leur métier et qui savent nous expliquer avec des mots justes des choses très complexes. Des product managers qui vont challenger aussi les choses. Comment on fait au quotidien? On fonctionne avec le système des issues et ça, c'est à l'échelle de l'entreprise. Donc, tous les collaborateurs travaillent sur les issues, donc qui vient de Git issue, pour résoudre un problème. Et on va pinguer les différentes personnes pour intervenir dans ces issues et faire avancer les différents sujets. Très bonne transition. Comment vous faites pour ne pas perdre du temps quand vous discutez? Je sais que c'est une problématique que je rencontre pas mal. C'est justement, on partage des maquettes avec des gens, on attend des retours, on va leur demander du wording, on va leur demander leur aide, et parfois il y a une forte inertie qui se crée où chacun va dire c'est l'autre qui va répondre et personne ne le fait. Comment vous faites pour justement passer cette barrière de l'inertie et vous pouvez continuer à travailler sereinement et avancer? Alors cette inertie, effectivement, on l'a pas chez Alan. Parce que déjà, quand on va proposer des maquettes, comme tu dis à juste titre, on va pas attendre d'avoir un produit fini ou à peu près léché niveau design pour le présenter à nos collaborateurs. Ils vont le voir quasiment dès le début. On travaille sous Figma, donc c'est accessible n'importe quand par n'importe qui. Et tout le monde peut voir l'avancée des maquettes limite en temps réel. Mais les gens les regardent? Ça arrive, ouais. Beaucoup, les product managers regardent quasiment tout le temps aussi nos maquettes et on les voit traîner pour regarder des copies. Les développeurs sont dessus aussi. Oui. Et là, on est vachement à l'intérieur du produit. On est à l'intérieur du produit. Mais est-ce que d'autres équipes le font? Non, un care va pas aller dans nos maquettes Figma et regarder sur quoi on travaille. Pour répondre à ta question initialement de l'inertie, quand on va challenger et demander des feedbacks, comme on met toujours un contexte, les gens savent où aller et pour dépasser cette inertie, on met aussi un délai. C'est-à-dire qu'une issue a une durée de vie entre 2 jours et 4 jours, grand maximum, à part pour les très gros sujets. Et donc, dans ce laps de temps, les personnes sont censées répondre et si elle dépasse le temps, elle dépasse le temps et c'est fini. La personne qui a écrit l'issue, donc à l'ownership de l'issue, a pour but de clore cette issue en prenant l'intégralité des feedbacks. Mais c'est pas parce qu'il a des feedbacks positifs ou négatifs qu'il va s'aligner avec l'ensemble des feedbacks. C'est à lui de couper, en fait, et de décider. Donc, il est vraiment honneur de son sujet. De la décision qu'il prend, il l'explique, il la met dans l'issue en conclusion. Et le sujet avance, même s'il va à l'encontre de certains feedbacks qui ont été donnés. Hyper intéressant.
Sans transition aucune, aujourd'hui, qui s'occupe du branding chez Alan? C'est toi? Alors, en ce moment, c'est moi. Initialement, c'était plutôt Édouard Vautier, qui est le premier designer chez Alan et qui est là depuis le début de l'aventure. On a également travaillé avec 2 agences l'été dernier qui ont travaillé sur notre rebranding actuel. On a également des personnes sur le pôle communication et marketing. Il n'y a pas à proprement parler de brand designer, donc Edouard l'a fait au début. Moi, j'ai repris un peu en ce moment, et comme je disais tout à l'heure, je recrute quelqu'un pour ce poste. Donc, on se partage les tâches. Comment tu fais pour travailler, justement, enfin, toi ou Edouard, mais on va dire plus généralement les designers, avec le marketing, pour travailler sur cette partie branding? Donc, j'ai compris que vous aviez beaucoup une culture de l'échange, de l'ownership. Comment vous faites pour déterminer qui a cet ownership dans la réalisation et dans l'expansion de la brand entre le marketing et les designers? Ça s'est fait assez naturellement. On a Alexis qui nous a rejoint il y a quelques mois, qui est brand content manager, mais qui du coup a pas cette appétence de création pure, qui a une vision très stratégique et donc va travailler en collaboration avec un designer, que soit product ou brand designer dans notre cas. Et l'ownership s'est fait naturellement, c'est très fluide en fait, on se pose pas vraiment de questions sur qui fait quoi, ça se fait assez facilement et personne marche sur les plates-bandes de personne entre guillemets. Il y a pas d'ego en fait. On est là tous pour faire avancer l'entreprise et à partir de ce moment-là, c'est fluide finalement. Et quelles sont les missions d'un brand content manager par rapport à... Qu'est-ce qui vous apporte? Sa vision, c'est de porter l'image de l'entreprise et la faire rayonner aussi bien en interne qu'en externe, et de mettre en adéquation les valeurs de l'entreprise pour qu'elles soient clairement comprises par le public, que ça soit nos prospects actuels ou des futurs prospects. Du coup, je reviens sur l'écriture et le wording. Est-ce que toute cette partie vision est aussi gérée par le marketing pour savoir quels mots vous mettez dans le produit? Pas spécialement. C'est ce que j'ai oublié de te dire tout à l'heure côté Ops, quand on parlait du monde de l'assurance. Chez Alan, il faut savoir qu'on documente énormément les choses et donc on a des glossaires de choses et de mots, d'expressions à utiliser, que ça soit pour les sales, pour les care, pour le produit, pour le marketing. Tout est documenté, donc on sait quoi utiliser, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans nos applications, par exemple. C'est Jérémy qui me disait ça la semaine dernière aussi, que eux ont un glossaire, justement, et qui gagnent un temps incroyable avec ça. Et alors, je fais le parallèle avec Drivey, eux ils ont un UX Writer, donc c'est lui qui gère le glossaire. Qui le gère chez vous? C'est les ops? Comment vous développez? Alors comment on découpe? Effectivement, on n'a pas d'UX Writer. On cherche une personne pour le copywriting plutôt côté marketing, pour le coup. Donc pareil, si quelqu'un passe par ici, nos DM sont ouverts. Comment on gère cet ownership? Les sujets arrivent assez facilement. Et comme l'ownership peut être pris par n'importe qui, il y a des parties qui vont être prises par des ops, des parties qui vont être prises par des care, parce que les care toute la journée vont parler à nos utilisateurs et nos membres et vont devoir utiliser des termes justes et ne pas s'éparpiller dans la façon de communiquer avec nos membres. Donc ils ont un glossaire également. Donc finalement, quand le problème se présente, la personne qui a l'ownership a pour but de faire avancer le sujet et va venir compléter ce qui existe déjà. Donc notre glossaire actuel, il va être rempli par plein de personnes très différentes. Tout le monde peut y participer. Mais on va pas dire toi tu fais ci, toi tu fais ça, etc. Ok. Transition toute trouvée, puisque le glossaire c'est pour les mots et pour le design il y a un design system. Ouais. Vous en avez un chez Alan? On a un début de design system, effectivement. C'est l'un de nos enjeux de cette année qui a été mis en place quasiment depuis le début par Edouard. Et aujourd'hui, notre rôle en tant que designer, c'est de l'alimenter, de le challenger et surtout de l'organiser. On a switché de Sketch à Figma comme beaucoup d'entreprises. Donc, on est reparti un peu de zéro parce que la transition est pas très smooth. Et c'était aussi une bonne opportunité pour remettre un peu à plat les choses. On travaille avec un storybook.
avec les ingénieurs. Et donc du coup, l'objectif, c'est vraiment de parler tous le même langage et d'utiliser les mêmes éléments pour que entre la pensée du designer qui va créer un design et l'intégration par un ingénieur soit la plus fluide et la plus efficace possible sans qu'il y ait besoin de 10 000 interactions finalement et de reviews sur les sites. Alors, bon, pour ceux qui ne le savent pas, Storybook, c'est un outil qui est plus ou moins un outil de design system pour les devs. En Exactement. gros, c'est ce qui fait la passerelle. Comment vous faites, du coup, à l'heure actuelle, si vous êtes en transition et si vous avez eu un début de design system, comment vous faites pour garder l'homogénéité de toutes vos plateformes entre six product designers? C'est justement l'un de nos enjeux actuels puisque l'équipe a scalé en moins de 1 an et demi, finalement, même 1 an. On est passé de 1 à 6, 8, 9, 10 et puis c'est pas fini parce qu'on va continuer de recruter. Comment on fait? On a du coup un community lead qui est Edouard. On a des designers seniors, des designers middle et des designers juniors. Et en fait, chaque designer a une responsabilité. On s'est découpé le travail selon nos appétences et ce qu'on avait envie de faire aussi et nos compétences sur comment on fait évoluer notre design system. Donc chacun a une parcelle à réaliser. Ça peut être de l'update de composants, ça peut être du naming, ça peut être comment gérer les interactions avec les ingénieurs. Ça, c'est des choses très variées et qu'on traite tous d'une manière ou d'une autre au quotidien. Donc chaque personne a une tâche différente. Ouais. Ça m'intéresse parce que c'est chez Drivey, ils ont une personne, une équipe dédiée. Ouais. Enfin, une sous-squad. On s'est posé la question. Et justement, pourquoi être parti sur ce choix de chaque personne gère une partie ultra spécifique, j'ai l'impression. Ouais. Parce que le naming, c'est quand même quelque chose d'important, mais de super précis dans un design. Très spécifique. Comment vous en êtes arrivé là? On a pris le gros problème et on l'a découpé en petits. Comment on est arrivé là? Non mais tu rigoles, mais c'est un peu ça quand même. On a listé l'intégralité des problèmes, on les a priorisés. Qu'est-ce qui est le plus urgent à faire? À cette période-là, on n'avait pas de recrutement qui allait arriver. On était dans notre quotidien et il fallait pas que ce design system qui puisse fallait pas que ça devienne un problème dans notre quotidien, il fallait que ça soit une solution. Donc si on recrute pas, qu'on est 6 designers, il fallait bien que quelqu'un s'en charge. Et dédier une personne à ça, c'est d'une part pas juste, parce qu'elle a peut-être pas envie de faire que ça. C'est pas logique qu'il y ait une seule personne qui décide pour les autres. Il faut que tout le monde puisse participer. Donc on a décidé de séparer tout sur les différents designers. Vous avez pas peur qu'il y ait de l'inertie? Ben pas tant que ça. Je te dis pas qu'on le fait tous les jours, parce qu'on a beaucoup de travail les uns les autres. J'imagine. Mais on travaille du coup avec les issues de manière asynchrone. Donc on a des traces de toutes les décisions qui vont être prises. Et quand l'issue est en inertie, les copains arrivent derrière et toquent au carreau pour dire on est en retard, et ça avance comme ça. Je vais creuser encore un peu. Comment, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous faites concrètement pour créer un composant? Quelles sont les étapes par lesquelles vous passez? Parce que la plupart des personnes que j'ai rencontrées, soit via ce podcast, soit en dehors, passent toujours du même principe qui est une personne fait une interface, crée un composant, fait en sorte de le faire rentrer dans le design system, et en fait, c'est cette personne-là qui s'occupe du composant de A à Z. Vu comme tu me l'as expliqué, chez Alan, chacun prend une étape de ce composant. Alors, chacun prend pas une étape de ce composant. Ça, je me suis mal expliqué. Là, récemment, on a fait un nouveau composant qui est très simple. C'est une boîte avec un titre, un emoji, un lien cliquable, un background, voilà, quelque chose de très, très basique. Quand le composant a été réalisé, il a été soumis aux autres designers. Tout le monde a regardé par rapport au travail et au scope qu'il a et voir les répercussions que ça peut avoir aussi dans leur maquette, dans leur design. Et on fait énormément confiance, en fait, à nos collègues. Et si on voit pas de bloqueur dans notre travail, on va pas ne pas développer ce composant finalement. S'il peut être utile, on va le faire. On n'a pas un gros design system. On a des choses qui sont très concrètes et très actionnables. On cherche pas à avoir un style pour chaque élément qu'on va faire, mais plutôt de réutiliser ce qui est quand même la base du design system, on va pas se mentir. Et chez Alain, on a énormément de produits finalement. On a beaucoup de choses. Et ça peut être vite le bazar. Donc, quand je te dis chacun a une responsabilité, c'est plutôt une responsabilité quand on a switché de Sketch à Figma et à aplatir le design system qu'on avait.
et dans notre outil et pour le dialogue avec les ingénieurs. Et chacun avait cette responsabilité finalement, et pas juste un composant qui est découpé en 6 problèmes pour un designer. Donc ça se rapproche finalement du fonctionnement peut-être des autres startups. Ok, mais d'une manière beaucoup plus, je trouve, collégiale et asynchrone, mais on aura compris que c'est votre marque de fabrique. Voilà. Je trouve hyper intéressante. Une question que je ne t'avais pas posée et que je ne t'ai pas encore posée et à laquelle je n'avais pas pensé, c'est quels sont vos produits? Parce qu'en fait, je pars du principe que vous avez une mutuelle pour des gens comme moi, avec leur carte et leur application. Ouais. Mais en fait, j'imagine que vous avez des outils pour les entreprises. Oui. Voire même en interne, peut-être? Oui, exactement. On a du coup effectivement ce que tu peux voir toi en tant que membre, donc ce qu'on appelle nous les interfaces B2C, qui vont être l'application et les sites internet avec ta carte, ton appli pour te faire rembourser, ton journal et quelques informations tierces. Les entreprises, ils vont avoir tout un onboarding. La possibilité de gérer leurs employés, de gérer les arrivées, les départs des salariés qui posent des problématiques au niveau assurance qu'il faut résoudre. Il y a toute une gestion, par exemple, des fiches de paramétrage DNS. Enfin, je vais pas t'embarquer dans les problématiques d'assurance, mais pour te donner un petit aperçu. Je suis perdu. Donc il y a énormément d'outils. On cherche aussi à être proactif avec ces entreprises pour pas qu'ils soient en attente. On est derrière eux pour les accompagner au quotidien et faire en sorte que tout soit le plus fluide possible. On n'a pas tout développé, ce qui est encore génial parce qu'il nous reste des choses à mettre en place. Ça, c'est plutôt très cool. Et on a aussi différents produits d'assurance. Toi, tu vois le tien aujourd'hui en tant que membre. On adresse plusieurs verticales. Donc, on va s'adresser aussi bien aux startups qu'aux grandes entreprises, aux grands comptes, mais aussi à l'hôtellerie-restauration, aux retraités, aux freelances, aux individuels, etc., etc. Sachant que chacun a ses particularités, c'est ça? Exactement. On va avoir des couvertures santé qui vont être différentes, fatalement, des prix qui vont être différents, etc., etc. Donc tout ça, il faut l'adresser avec toutes les contraintes légales que ça entoure. Comment vous faites pour, en tant que product designer, vous devez connaître vos utilisateurs, leurs contraintes. Vous avez une contrainte par produit. Ouais. Chacun peut devenir honneur des sujets qui l'intéressent. Ouais. Comment vous faites pour grandir chacun sur ses compétences sans en même temps être une personne qui va être clé sur une seule compétence? C'est dur. Honnêtement, c'est dur. Honnêtement, c'est aussi par appétence. On a des designers qui vont préférer prendre tel et tel sujet et d'autres travailler plus côté mobile, par exemple, que assurance. On n'a pas vocation à ce que chaque designer devienne une bible du produit parce que c'est impossible. Par contre, on encourage les designers à changer de crew et à explorer aussi le produit sous différentes facettes pour pas rester uniquement dans une seule crew. Moi, typiquement, je suis là depuis 1 an, j'ai déjà fait, je crois, 4 ou 5 crews. Ce qui est génial et qui permet de voir plein d'aspects différents du produit. Et de toute façon, tout est déjà renseigné, j'imagine, si vous avez besoin de changer de crew et que vous connaissez pas le secteur. Tout est renseigné, toutes les bases sont renseignées. Quand on lance un nouveau produit qui n'existe pas et qu'il n'y a rien, évidemment. Bien sûr. Mais là, du coup, c'est toi qui apprends. Et Exactement. C'est moi qui renseigne. Exactement. Comment vous démocratisez la culture design au sein d'Alan ? On n'a pas besoin de la démocratiser. Elle est déjà là. L'ADN d'Alan, c'est l'ownership, la transparence, le partage, et le design, c'est pas la fin de la chaîne en fait. Comment vous faites pour partager ? Comment dire ? J'imagine que vous avez chaque équipe qui a ses contraintes, ses explications, sa manière de fonctionner. Quand tu parles de partage, est-ce que c'est via encore des issues, ou est-ce que vous voyez, vous rencontrez, vous parlez de ça et du coup ça se fait un peu naturellement? Ça se fait naturellement à chaque lancement de feature. C'est dit publiquement sur Slack. Il y a des channels dédiés pour que l'intégralité de l'entreprise le voit au-delà de la crew qu'il a développée, parce que c'est important. On fait des présentations HoloLens tous les mois, et dans chaque HoloLens, il y a une présentation design sur des features qui ont été shippées, des choses qui sont en cours, etc. Donc, il y a pas besoin d'évangéliser le design au sein de l'entreprise parce que il est intégré à part entière dans le process. Et
c'est pas un problème en fait. Et honnêtement, c'est la première entreprise que je rencontre où c'est le cas. Hein. Je te cache pas. D'habitude, il faut expliquer l'importance du design, l'importance de l'expérience utilisateur, pourquoi on doit développer des belles expériences, etc. Et on arrive toujours un peu en bout de course. Pas chez Alan. Chez Launcher aussi, tu avais ça? Chez Launcher, non. Il n'y avait pas vraiment besoin puisque j'étais là depuis le début, donc j'avais évangélisé depuis le début. Mais plus la boîte grossit et sans product, ça devenait un tout petit peu plus compliqué parce que le produit rayonnait un poil moins que chez Alan. Maintenant, il y a énormément de gens qui ont été recrutés, donc je ne sais pas comment ça se passe. Et voyant la force de Swile, je m'inquiète pas vraiment pour eux. Ok, c'était pour bien comprendre comment ça s'était passé. En fait, si on résume, vous n'avez pas trop de problématiques design puisque vous les gérez au fur et à mesure et toutes les problématiques qu'on rencontre dans les autres boîtes de démocratisation du design, d'explication de la recherche. On l'a pas parce qu'on a la chance d'avoir 2 fondateurs qui le portent au quotidien et qui le défendent et qui le valorisent. Et c'est juste une chance et un plaisir, en fait. Et je dis pas ça parce que je suis chez Alan depuis 1 an, mais c'est ce qui m'a aussi encouragée à rejoindre l'entreprise, c'est que le design est considéré. On a du poids. Et quand je dis le design, n'importe qui dans cette entreprise pourrait dire la même chose pour son service finalement. Parce que chaque personne compte et c'est pas juste, on n'est pas juste un titre ou une personne. On a beau scaler, chaque personne est importante. Comment vous faites pour progresser en tant que product designer ? Ouais, super sujet. Moi, c'est ce que je cherchais quand je suis arrivée. Comment on progresse par le feedback, encore une fois. Et le feedback chez Alan, il y en a, mais tout le temps, aussi bien entre designers que avec les autres collaborateurs. Donc, quand on arrive chez Alan, l'une des premières missions qu'on nous donne, c'est de se fixer les objectifs à 6 semaines. Donc, tu viens de t'onboarder chez Alan et on te dit, voilà, dans 6 semaines, qu'est-ce que tu veux avoir fait ? Donc, tu écris tes objectifs. Ça peut prendre quelle forme ? C'est une issue. D'accord, pardon, c'est plus la forme. Quel est le contenu en fait ? Le contenu, c'est voilà, dans 6 semaines, tu sais que tu vas être dans tel crew. Qu'est-ce que tu voudrais accomplir dans ta crew ? Qu'est-ce que tu veux accomplir aussi par rapport à ton onboarding ? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas comprises que tu voudrais développer ? S'il y a des personnes que tu veux rencontrer en particulier ? Donc on a ce premier réflexe des objectifs et ensuite on a des reviews. Donc pendant l'onboarding, il y en a une à 3 mois et à 6 mois. Et c'est le moment privilégié pour recueillir des feedbacks. Donc on va d'abord faire une personal review. Donc on a une trame de questions qui va être les mêmes pour quasiment tout le monde. Et dans ces questions, on va prendre du recul et faire un petit bilan sur les semaines qui se sont écoulées et adresser un bilan. On va demander à notre coach et à 2 autres personnes avec qui on a travaillé de faire le même exercice. On va compiler toutes les réponses et ensuite on fait un entretien physique où on va communiquer et parler de ce qui s'est passé pendant les mois écoulés. Donc pendant le boarding, on le fait et ensuite c'est tous les 6 mois. On a des reviews du coup biannuelles. Donc à ce moment-là, tu définis tous tes objectifs, que ça soit design ou non d'ailleurs, ou c'est vraiment centré sur votre rôle ? C'est centré sur le rôle. C'est pas du tout sur les objectifs. Les objectifs, c'est autre chose et c'est à part. Ça en fait partie, mais c'est pas le principal sujet. Pendant ces reviews, c'est plutôt toi, ton parcours en tant que salarié chez Alan. Est-ce que tu penses avoir un impact suffisant pour l'entreprise ? Est-ce que l'entreprise te donne suffisamment les moyens d'être efficace ? Est-ce qu'il y a des choses à changer ? Est-ce que tu penses que la vision est OK ? Est-ce que tu es aligné encore avec nos valeurs et notre façon de travailler ? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer ? Où est-ce que tu as été bon ? Où est-ce que ça a un petit peu péché ? Qu'est-ce que tu peux changer ? Et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour changer les choses ? Ok, très intéressant. Et au sein du produit même, est-ce que vous faites des petits challenges entre vous pour essayer de progresser, pour savoir quels sont les axes de progression que vous pouvez avoir ? Moi, je sais que dans ma boîte, on a mis en place une petite étoile avec toutes les compétences qu'on aimerait avoir et le niveau qu'on aimerait avoir. Est-ce que vous avez ça aussi et vous vous challengez entre vous, ou c'est vraiment, vous faites encore une fois confiance à la personne sur
ce qu'elle aimerait avoir, comment elle va progresser. On fait confiance à la personne et on a un œil sur elle pour vérifier que tout est OK. Quand je dis un œil sur elle, c'est vraiment le côté bienveillant, qui est un mot que je trouve extrêmement galvaudé. Particulièrement galvaudé ces temps-ci, notamment dans l'univers des startups. Et la bienveillance chez Alan, c'est vraiment au premier sens. On est vraiment bienveillant. C'est-à-dire qu'on va avoir un collègue qui va travailler tard le soir, il va se prendre 3 ou 4 messages de ses collègues pour dire tu déconnectes et ça suffit. Quelqu'un qui va être dans une situation personnelle plus délicate, on va dire prends des vacances, on va l'encourager. On est vraiment, on prend soin en fait de nos collaborateurs. On a un process de recrutement qui est quand même un peu lourd. Et très peu de turnover parce que les gens qu'on recrute, on en prend soin aussi bien qu'ils prennent soin de l'entreprise finalement. Et c'est un partenariat. J'aime pas non plus ce mot, mais au quotidien, moi, c'était l'une de mes trouilles que j'avais. Je me suis dit, au bout de 2-3 mois, je vais me rendre compte que c'était n'importe quoi. Le bullshit startup, la lune de miel est finie et voilà. Pas du tout. Plus ça va et plus ça se renforce. Et c'est ça qui est assez magique. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est très cool. On arrive à la fin de notre discussion. Et j'ai une question pour toi qui mène des débats assez incroyables avec mes collègues et avec d'autres personnes. C'est quel est l'animal qui est là juste à côté de nous? C'est votre mascotte. Quelle est notre mascotte? Parce que pendant longtemps, ça a été une espèce de loutre. Aujourd'hui, c'est un ours koala. Qu'est-ce que c'est? Alors, la mascotte chez Alan... c'est un mélange de tout ce que tu viens de dire. C'est peut-être un animal, peut-être pas. Peut-être que c'est un ours polaire, peut-être que c'est une marmotte, peut-être que c'est un ours, une loutre améliorée qui a pris un peu trop de poids. C'est un secret qu'on garde volontairement et que je ne pourrais pas te dévoiler aujourd'hui. Mince, j'aurais essayé. Bon, sur un tout autre registre, est-ce que tu as des ressources à nous recommander, des livres, des blogs, en dehors de tes articles Medium? Bien sûr, évidemment. Je vais te parler très brièvement d'un podcast qui est sur le site de Design Better du groupe Marty Kagan, qui parle du product management et pourquoi il peut être parfois mal compris. Donc, je te donnerai le lien pour que tu puisses le partager. Je vais le mettre dans la description. Exactement. Et la deuxième ressource que je pourrais donner, ça va être plutôt un site de ressources pour faire du prototyping qui s'appelle Protopie, que je ziote depuis quelques temps, que j'aimerais bien tester, qui a l'air très prometteur et que je t'encourage à regarder. Ouais, on en avait parlé avec Noémie dans l'épisode numéro 2, où elle avait, à l'époque où ils avaient fait le redesign de Itch, ils avaient tout fait sur Protopie pour tout tester de A à Z. Mais ça a l'air très cool. A priori, c'est vraiment top. Si on veut te contacter, oui, on te passe par Twitter? On passe par Twitter, Insta, mes mails aussi sont ouverts, LinkedIn, tout est à peu près ouvert pour me contacter, je suis pas caché, donc il n'y a pas de problème. Ça marche, mais encore une fois, tout sera dans la description. En tout cas, merci beaucoup Marie pour cette discussion, c'était hyper intéressant. Et puis à très bientôt. À très bientôt, merci. Salut. Salut. Vous êtes encore là ? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Design System jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast. À bientôt dans Design System.